Hello, c'est François. Bienvenue sur le podcast Pourquoi. Pourquoi ? C'est le podcast qui cherche à comprendre pourquoi mes invités ont, font et feront leur choix. Et oui, on va rentrer dans leur tête. Bienvenue à bord. Je suis autodidacte et je pense que j'ai pas appris beaucoup à l'école, mais j'ai plaisir à apprendre au quotidien. Et donc chaque nouveau projet, nouvelle création, nouveau rachat, nouveau challenge, le Covid a été un challenge, finalement ça m'apprend beaucoup et je sors grandi derrière, donc ça me donne du sens, ça me donne du carburant, un côté un peu guerrier. Souvent je l'explique pour les jeunes managers, j'ai pas du tout aimé la première année de management. Je rentrais le soir chez moi et je disais à ma femme, putain c'est pas le métier que je veux faire, c'était mieux avant, là j'ai les emmerdes de tout le monde. Et puis au fur et à mesure, on apprend, déjà j'ai constitué mon équipe, j'ai fait monter les gens en compétences, c'était un petit laboratoire. Et puis au bout d'un an, il a fallu, j'ai mis pas mal de temps à faire mon premier licenciement, que je devais faire quasiment en arrivant et ça m'empêchait de dormir, j'étais vraiment malheureux et je voulais accompagner la collaboratrice. Et puis finalement, ça s'est fait au bout d'un an. Et puis après, j'ai commencé à prendre vraiment beaucoup de plaisir parce qu'on franchit cette étape-là où on voit l'impact finalement de ces décisions. Et donc on ne se cache pas derrière une fausse barbe. Derrière l'actionnaire, une phrase que j'aimais pas après comme, c'était l'actionnaire que nous représentons. Et moi je disais, dites-moi qui c'est l'actionnaire, j'aimerais bien lui parler à un moment donné, lui expliquer les trucs. Et en fait il est caché, quand c'est des fonds de pension américains, j'imagine un Américain dans son canapé en train de manger son coca et boire son coca et manger ses chips et à dire moi j'ai mis 50 000 balles et donc vous démerdez, il faut que les 50 000 se transforment en 100 000 et donc que les petits Français travaillent derrière. Aujourd'hui, je vous propose de rentrer dans la tête d'Olivier Merrill. Cet entrepreneur passionné qui cherche à tout prix à être aligné sur ses valeurs nous raconte comment il a réussi à construire une agence digitale digne de ce nom et surtout comment il arrive à prendre ses décisions alors qu'il est entouré de plus de 300 collaborateurs. Je vous laisse découvrir ça. Bonne écoute. Olivier, merci beaucoup de venir sur mon podcast. Ravi. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Ça fait, même si le podcast est jeune, je dois te faire une confession, ça fait longtemps et j'avais déjà en tête depuis longtemps de t'inviter sur ce podcast parce que, comme on va en parler, moi je m'intéresse aux prises de décision et ton parcours professionnel est, je trouve, très intéressant et notamment avec ce que tu développes avec MV Group. Donc voilà, on va avoir plein de sujets à faire, mais avant que je rentre un peu tout de suite dans les sujets, je suis un peu impatient. Peut-être je peux te proposer de te présenter pour les personnes qui ne te connaisseraient pas. D'accord. Écoute, ravi, merci de l'invitation. Donc moi j'ai 52 ans, je suis originaire de Rennes et donc j'ai fait en gros 20 ans dans le groupe Ouest France à la régie publicitaire. Je suis autodidacte, démarré comme stagiaire et j'ai évolué jusqu'à un poste de directeur général de la filiale Internet. Et on va dire qu'à l'approche de la crise de la quarantaine, l'envie d'entreprendre, l'envie de plus subir les dysfonctionnements pour moi des grands groupes, m'a poussé à me lancer et donc à racheter une agence qui s'appelait Mediaveil, à l'époque une petite agence de 10 personnes en web marketing, et puis qui a évolué et on a créé des nouvelles filiales, on a racheté d'autres filiales et voilà, le groupe s'appelle aujourd'hui MV Group. Et donc on a 13 filiales qui accompagnent les PME, les ETI françaises pour développer en gros leur business. Et donc on accompagne sur toutes les étapes du parcours client. On est présent sur toute la France, dans 11 villes en France. Et on est aujourd'hui 450 collaborateurs. Okay. Et une question que j'aime bien poser à mes invités, c'est qu'est-ce que toi tu fais dans ta vie professionnelle ? Comment tu te définis en fait ? Qu'est-ce que je fais ? Je dirais que j'essaye de tracer le chemin pour tous ceux qui me suivent. Donc les embarquer avec moi et avoir un peu le coup d'avance. À chaque fois, donner l'envie, débroussailler un peu le chemin. Et pour que finalement chacun puisse avoir une voie nettement plus claire, nettement plus libre pour pouvoir exploiter son talent et se développer personnellement. Ça fait beaucoup penser au rôle d'explorateur, pour emmener les gens plus loin en fait. Ouais, alors il y a les emmener, il y a m'emmener aussi.
Égoïstement, j'ai aussi besoin de ça. J'ai besoin d'avoir des projets. J'aime pas la routine. Donc j'ai vraiment besoin de faire des choses nouvelles, de me challenger, d'apprendre. Hein. Comme je l'ai dit, je suis autodidacte et je pense que j'ai pas appris beaucoup à l'école, mais j'ai plaisir à apprendre au quotidien. Et donc chaque nouveau projet, nouvelle création, nouveau rachat, nouveau challenge, le Covid a été un challenge, ben, finalement ça m'apprend beaucoup et je sors grandi derrière, donc ça me donne du sens, ça me donne du carburant, un côté un peu guerrier. Quand on est dans l'adversité, on n'aime pas trop cette période-là, mais finalement j'y trouve aussi des fois du carburant et on est content après comme un marathonien de franchir la ligne d'arrivée, de se dire tiens, on l'a fait. Et je pense qu'en France on manque beaucoup de confiance en soi. Et finalement, toutes ces petites briques qu'on se rajoute au fur et à mesure de compétences, ben, ça remet du carburant en confiance en soi et on se sent un peu plus solide après. Et on affronte finalement ces épreuves-là avec un peu plus de sérénité et voilà, plus solide, plus confiant. Et donc, on a pour moi les meilleures réactions derrière pour embarquer tout le monde. Pour amener tout le monde vers de l'avant et donc toi également. Voilà. J'en reviens un peu à ce que tu disais dans ta présentation. Tu as commencé toi, ta carrière chez Précom, sauf erreur de ma part. C'est ça. Tu es rentré dans un rôle plutôt de commercial, sauf erreur de ma part. Oui, c'est ça. Ouais. J'étais en stage, j'étais embauché. En fait, on m'a fait stopper mes études. Okay. J'ai arrêté à la première, en fait, au premier trimestre de terme, pour être embauché en tant que commercial. Et donc j'ai fait 3 ans de commercial à Rennes, puis 4 ans chef de pub à Quimper avant de prendre un rôle de manager à 24 ans. Okay. Et pourquoi partir en stage à Précom? Pourquoi partir je reprends tes mots, de dire on m'a fait arrêter mes études. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour peut-être dans toi, comment tu prends la décision d'arrêter en fait? Alors, le pourquoi, je vais t'expliquer le pourquoi en fait, j'avais envie de travailler. Enfin, j'étais pas bon élève toute la partie du collège. J'ai fait un lycée professionnel. J'ai retrouvé plaisir par une super prof. J'ai retrouvé les bonnes notes, donc ça m'a remis du carburant et j'avais besoin de concrètement. Ce que beaucoup de gosses éprouvent en fait. Ils l'éprouvent on l'éprouve pas toujours de la bonne manière. Mais en tout cas, soit il y a des gens qui sont très scolaires et soit il y en a qui ne le sont pas. Et quand on n'est pas scolaire à l'école, c'est plus compliqué. Donc dès que j'ai été en filière un peu plus technique, je me suis éclaté nettement plus. J'ai voulu, en fait, j'avais un rêve en gosse, c'était de travailler pour TF1. Okay. Et j'en avais un deuxième. J'ai vu le 2 janvier et le 4 janvier 88, la création de Précom, qui avait réservé tous les emplacements publicitaires dans le journal. Donc ils avaient l'exclusivité avec une campagne que j'avais trouvée vraiment super pertinente et je m'étais dit tiens, cette boîte, un jour j'aimerais bien y travailler. Et j'ai démarré ma carrière en travaillant au marché des Lys le samedi matin, notamment pour financer l'achat de ma voiture, ce qui m'a permis de décrocher un peu à l'arrache un stage chez Dauphin de l'affichage. Ils n'en prenaient jamais, j'ai prospecté et j'ai décroché ce stage-là. Et en allant chez Dauphin, ils étaient dans le marché publicitaire local. J'aurais exprimé mon souhait d'aller chez Précom. Et ils m'ont mis en relation avec le directeur d'agence. À l'époque, j'ai au moins eu mon entretien. Et à mon entretien, finalement, j'ai démontré ce que je savais faire. Donc à la fois, le fait de travailler sur le marché, c'était un élément pour le patron, parce que du coup, il était très attaché à cette ambiance-là et la valeur de travail. Et j'ai montré, en fait, à l'école, j'avais organisé un défilé de mode. Et donc, j'avais fait du démarchage publicitaire dans les rues de Rennes. Et je lui ai montré le petit fascicule que j'avais fait et combien on en avait collecté. Et du coup, il m'a dit, c'est exactement notre travail. Voilà. Et donc, il m'a pris en stage alors que Précom prenait que des bacs +2 et moi, j'avais même pas le bac. Donc, là, j'étais en première et j'ai fait mon premier stage. Le deuxième stage, mon patron m'a dit, tiens, l'année prochaine, on peut compter sur toi, Olivier. Je lui ai dit, pas la peine, j'ai un deuxième rêve, c'est d'aller travailler pour TF1. Et là, il a rigolé en me disant, t'es gentil, mais avec un bac professionnel vente représentation, t'es pas prêt de rentrer chez TF1. Donc, je te propose de faire le deuxième stage chez nous l'année prochaine. Voilà, je l'ai fait au mois de décembre. Et à la fin du mois de décembre, il m'a proposé de m'embaucher. Et donc, quand je disais qu'ils m'ont fait m'arrêter les études, j'ai décidé d'arrêter les études et ils m'ont proposé une opportunité. Et j'avais fait la parole à mon père que je passerais le bac. On était 4 enfants et il rêvait d'avoir 4 bacheliers. Il avait 4 mauvais élèves. Et je suis assez respectueux de ma parole.
Et donc, quand je lui ai parlé de la proposition d'embauche, il m'a dit, écoute, je vois bien que tu t'éclates à bloc. À l'époque, en 89, il y a plein de gens qui ont le bac mais qui sont au chômage. Toi, si tu peux avoir le boulot, et au pire, tu n'auras pas le bac, au moins tu auras du boulot. Et par contre, si tu peux passer le bac, voilà, je t'en serais reconnaissant. Donc, j'ai passé le bac en candidat libre. Je travaillais tous les soirs avec le DRH de Précom, Pierre-Yves Lenôtre. Et voilà, de décembre à juin, on a potassé tous les soirs. Je recevais les cours. J'étais au lycée de La Salle. J'avais un deal particulier avec l'école, puisque l'école m'adressait tous les cours le soir ou toutes les semaines. Et donc, je faisais mes révisions après ma journée dans les bureaux de Précom avec le DRH. Voilà, j'ai eu mon bac en candidat libre avec mention, et ça m'a permis d'offrir le champagne à tout le siège de Précom. C'est une superbe histoire, et ça montre déjà, et je pense qu'on y reviendra après avec la carrière professionnelle qu'il a suivie, ça démontre quand même une certaine volonté, une force de caractère pour faire avancer les choses, parce que comme tu nous l'expliquais, voilà, tu as été chercher un premier stage, puis un deuxième stage, avec une vraie volonté d'avancer. D'où te vient un peu cette volonté d'avancer de ton côté? Je ne sais pas, je pense qu'on est quatre, les 4 frères sont à peu près pareils, chacun avec des aspirations différentes. Moi, l'élément déclencheur, à 16 ans, j'ai travaillé à la chaîne chez Tribala, à l'époque, qui est devenu Olga, à Noyelles-sur-Vilaine, c'était juste à côté de chez moi. Et je me suis retrouvé à passer des plateaux de yaourt à des gens qui travaillaient à la chaîne, ou à être tout seul sur un bout de chaîne, à mettre des yaourts dans des cartons, face à une horloge, et voir la pénibilité du job, et tout seul face à l'horloge qu'on voit bouger minute après minute. Et là, ça m'a aidé à prendre conscience et à me dire, soit tu continues à faire le couillon à l'école, et en gros, tu feras ça toute ta vie, ou soit tu prends ton destin entre les mains et tu essayes de faire un job un peu différent. Voilà, et comme pour tous les vaccins, il y a besoin de rappel, j'ai fait ça 3 fois, 3 étés d'affilée, et c'était vraiment mon rappel à me dire... voilà, faut que tu ailles charbonner, et ça m'a forgé, je pense, ce trait de caractère. Et après, une fois qu'on l'a, il y a peut-être le tempérament breton, il y a peut-être plein d'autres choses que j'ignore, mais effectivement, je suis attaché j'ai de la volonté, et quand je veux atteindre un but, je me donne les moyens. Et voilà, je reproche assez souvent aux gens de ne pas mettre les moyens qui correspondent à leurs ambitions. Et je leur dis souvent, soit tu augmentes tes moyens pour atteindre tes ambitions, soit tu baisses tes ambitions. Mais l'équation opposée ne pourra pas fonctionner, et donc tu seras malheureux. Donc voilà, pour être aligné avec soi-même. C'est un élément qui m'inspire beaucoup, l'alignement avec moi-même, entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Ça m'aide à être très bien dans ma peau. D'accord. Et du coup, on poursuit un peu sur la ligne professionnelle. Donc chez Précom, tu as une belle carrière. Plus de 20 ans, à peu près 20 ans de boîte, je crois, pour finir quand même directeur de Précom, et notamment, je crois que tu as été fondateur d'une partie de Précom, la partie multimédia. Oui, directeur général de Précom Multimédia, oui. Et moi, il y a une vraie évolution pour passer de stagiaire à directeur. Comment tu vois l'évolution, toi, d'un point de vue notamment décisionnel? Parce qu'au début, quand on est stagiaire, on te dit souvent quoi faire, tu prends des petites décisions mais pas très impactantes. Pour finir directeur général, où il faut prendre des décisions pour des centaines de personnes. Comment tu approches cette avancée, cette évolution dans la prise de décision? C'est un cheminement qui se fait au fil des nouvelles missions. De stagiaire, je passe à commercial, à Rennes. Voilà, je monte en compétences, je suis plus autonome. Ensuite, on me propose de devenir chef de pub à Quimper, où là, je crée un portefeuille. Donc, pareil, je prends des décisions dans mon périmètre à moi. Et puis, à 24 ans, on me propose de prendre la direction de Précom Saint-Nazaire, où là, je découvre un peu la difficulté de prendre les décisions pour les autres. Et j'ai en tête la difficulté de connaître ma marge de manœuvre, entre qu'est-ce que je peux faire moi-même à Saint-Nazaire avec mon équipe, et qu'est-ce que je dois respecter finalement de l'entreprise et du cadre du groupe. Voilà. Et puis, il m'a fallu 1 an à peu près où, souvent je l'explique pour les jeunes managers, j'ai pas du tout aimé la première année de management. Okay. Je rentrais le soir chez moi et je disais à ma femme, putain, c'est pas le métier que je veux faire. C'était mieux avant, là j'ai les emmerdes de tout le monde. Et puis, au fur et à mesure, on apprend. Déjà, j'ai constitué mon équipe, j'ai fait monter les gens en compétences. C'était un petit laboratoire.
Et puis au bout d'un an, il a fallu, j'ai mis pas mal de temps à faire mon premier licenciement, que je devais faire quasiment en arrivant, et ça m'empêchait de dormir. J'étais vraiment malheureux et je voulais accompagner la collaboratrice. Et puis finalement, ça s'est fait au bout d'un an. Et puis après, j'ai commencé à prendre vraiment beaucoup de plaisir parce qu'on franchit cette étape-là où on voit l'impact finalement de ces décisions. On voit la capacité à embarquer avec des contraintes. Moi, c'est la différence entre aujourd'hui et hier. C'est que j'ai les contraintes d'un groupe. Aujourd'hui, j'ai plus les contraintes d'un groupe. J'ai mes contraintes à moi, mes contraintes financières, mais je peux aller au bout de moi. Alors que sinon, on est contraint par le DG, on est contraint par le DAF, on est contraint par le DRH. Et finalement, c'est pas totalement... on n'est qu'un relais et on va éventuellement adapter un peu le message du groupe à son équipe opérationnelle pour être en phase. J'avais du mal je pouvais pas retranscrire un message sur lequel j'étais pas du tout en phase. Et je pense qu'à un moment donné, je serais parti. J'étais en phase avec l'entreprise. Mais du coup, j'ai biaisé un petit peu, je pense, au quotidien pour m'offrir un peu de liberté. Et de la liberté que j'ai pu m'offrir par les performances aussi que j'avais. C'est-à-dire que je pense que c'est une équation. Si on est bon dans une boîte, quel que soit son poste, il n'y a pas beaucoup de patrons qui vont emmerder quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui est dans la perf. Si l'état d'esprit est bon, si l'envie d'avancer est là, globalement, j'ai pas été confronté, moi, à des managers qui m'ont freiné. Des nouveaux managers où il faut redémarrer à zéro, ça peut arriver. Par contre, après, dès qu'on est dans la perf, on se gagne quand même cette autonomie-là. J'ai du caractère. Donc je savais aussi me faire respecter finalement ou d'être en opposition des fois avec des décisions pour être en phase avec moi. Et comme ça se traduisait par les performances, finalement j'avais gagné cette autonomie. Okay. Donc déjà, je voulais revenir sur un point que tu as dit, c'est le management. Pendant un an, tu n'as pas du tout aimé. D'abord, j'apprécie ça parce que moi-même étant dans ces aspects de management et relativement nouveau, je me rends compte que c'est aussi compliqué. Voilà, j'apprends ce métier. Et peu de gens sont très vocaux sur le fait que le management, pour dire que le management, alors non seulement c'est dur, mais que potentiellement on n'aime pas ça forcément. Donc déjà, je trouve ça vachement intéressant. Et ce que je comprends aussi un peu sur tout ce qui est ton approche et tes modes de décision, c'est que en fait, il y a une certaine, faut j'ai envie de dire, respecter sa parole en montrant des résultats. C'est en gros, c'est comme ça qu'on s'affirme et qu'on avance en fait. Pour gagner la confiance, en fait, quand on manage, on doit gagner la confiance d'une équipe. Et donc c'est tout le temps compliqué quand les gens, quand ça se passe mal, qu'est-ce qu'on entend souvent? Les gens, soit ils n'ont pas de réponse, soit ils ont un décalage entre le message qui a été porté par en haut et ce qu'ils vont vivre au quotidien. Voilà, et après, il y a beaucoup de communication. Passer beaucoup de temps à écouter les gens, à répondre à leurs questions, à les rassurer, aller de l'avant, être à leur côté, avoir un partenaire. Moi, je suis pas dans... je pense que je suis très bien respecté par mes équipes, mais ils voient que je suis au charbon tous les jours et quels que soient les postes, j'étais au charbon, je n'étais pas renfermé dans mon bureau. C'est le premier. Moi, il y a un élément que j'utilise souvent dans le management, c'est être valeur d'exemple. Donc être valeur d'exemple dans l'engagement, être valeur d'exemple dans les horaires, être valeur d'exemple dans l'état d'esprit. Voilà, on ne peut pas reprocher à des gens si nous-mêmes on n'est pas capable. Et moi, très souvent, je me suis... pareil, pour être aligné avec moi-même, je me suis toujours interdit de demander à des collaborateurs des choses que moi-même j'aurais refusées. Voilà, c'est ma ligne rouge. À chaque fois, quand j'ai managé des commerciaux, j'étais commercial, j'étais autonome, je voulais pas... je voulais de la liberté et je voulais pas trop rendre de compte, entre guillemets. En gros, faites-moi confiance. J'expliquais à mes managers qu'ils ne seraient pas déçus. Ceux qui m'écoutaient voyaient qu'ils n'étaient pas déçus. Mais j'avais cette liberté parce que j'avais besoin de cet espace-là pour m'exprimer. J'aurais été trop étroitisé dans un reporting trop serré. Je me serais cabré et au final, je serais parti. Et donc, quand, par exemple, dans MV Group, on a mis en place du reporting parce qu'à un moment, on est obligé d'en faire. Chaque fois, on s'est dit, il faut qu'on fasse un truc simple, un truc agréable. Et moi, à chaque fois, je me dis, est-ce que si j'avais été à leur place, j'aurais accepté? Si la réponse est oui, on y va. Si la réponse est non, il faut qu'on trouve autre chose. D'accord. Ok. Et je trouve que j'aime beaucoup cette approche, hein, je ne vais pas m'en cacher. Et c'est vachement intéressant d'être... de la valeur par l'exemple. En fait. Moi, j'aime beaucoup cette idée de valeur par exemple, et c'est quelque chose qui m'inspire, entre guillemets.
Donc c'est très intéressant. J'en reviens un peu à ce que pour moi est un peu ce que j'aime bien appeler la cassure dans même si c'est pas forcément une cassure, mais plus une évolution. Je vais plus parler d'évolution. Dans une carrière professionnelle, justement, on va en venir à MV Group. Donc au début à Mediaveil, tu nous expliquais un peu, il y a eu un grand changement après 20 ans de boîte chez Précom. Tu décides de partir. Alors tu as commencé à donner des premières raisons dans ta présentation et je les pressens, mais est-ce que tu peux revenir un peu sur cette volonté de pourquoi quitter un poste, je vais dire plutôt confortable, je suppose, pour aller vers de l'entrepreneuriat, alors là qui était de la reprise d'entreprise, qui est quand même un peu plus sportive, quoi. Alors ce qui m'a aidé, c'est que le poste il était plus confortable en fait pour moi. Okay. Il l'a été au début, je me suis vraiment éclaté, j'avais carte blanche, pas de sujet de trésor, j'ai présenté mon plan, j'ai expliqué qu'il fallait qu'on recrute 20 personnes. J'ai eu les 20 personnes, j'ai formé mon équipe, on a lancé des offres d'emploi en interne, donc j'ai eu finalement tous les meilleurs collaborateurs du groupe qui ont candidaté parce que je m'étais fait ma réputation dans le groupe. Je me suis éclaté avec les équipes support parce que je les ai toujours respectées en permanence et donc ils ont vraiment été au rendez-vous. Et donc en l'espace de 4 mois, j'ai pu créer la filiale et ça a été une machine de guerre qui a été incroyable. Et en fait, après, au fur et à mesure, il y a la complexité des groupes, entre guillemets. Il y a à la fois des gens qui m'ont nommé à ce poste-là, mais qui finalement après ont pris un peu peur en disant purée, le digital, ça commence à prendre de la place. Et donc finalement, moi, mes repères, c'est sur le print. Et donc, est-ce que je ne vais pas être chahuté sur mon poste? Donc on se retrouve finalement confronté avec des gens qui nous ont expliqué à peu près qu'il fallait que je le développe, mais qui finalement, au quotidien, dans leurs actions, sont un peu au frein. Sans le dire véritablement, mais... Et donc on a des réunions, on voit que ça bloque sur des trucs, c'est beaucoup de non-dits. Et puis après, au fur et à mesure, ma vie est devenue, je le raconte souvent aux salariés, comme un enfer. J'étais le monsieur digital du groupe, j'avais 37 réunions par semaine. Donc je démarrais le lundi matin à 8h30 en réunion et je finissais le vendredi à 17h. Voilà, et les midis, j'étais en réunion en permanence. Voilà, et j'ai découvert les quelques réunions qui avançaient, les réunions qui bougeaient pas, et puis les réunions qui reculaient. Voilà. Et donc là, quand on parle de quête de sens, de motivation, c'est compliqué. Et donc on était, au début, on était 2 autour de la table, et puis on est passé à 5, et puis à 10, à 15, et puis à une trentaine. Ouais, donc autant dire qu'à 30, ça n'avance plus. Voilà. Et donc, du coup, avec des décisions après qui étaient en opposition, et moi j'ai besoin de cet alignement, il est vital, ça devenait super invivable pour moi. Et il y a eu un autre élément qui a été accélérateur, c'est la crise de 2008. D'accord. Puisque du coup, Précom était plutôt en forte croissance en permanence. On avait le marché des annonces, le marché de l'immobilier, de l'automobile. Moi, j'avais été gros acteur dessus. On surfait là-dessus sur nos sites. Et puis, du coup, le marché a été secoué, moins 40% du jour au lendemain. Il y a eu un PSE. Et le PSE, donc j'étais au CODIR et j'ai pu voir après des postures qui étaient plus les miennes, ou pas les miennes en tout cas, qui n'avaient jamais été les miennes même. Où finalement tout le monde rigolait et voilà, je regardais un peu comme un œil extérieur et en me disant finalement chacun se dit il faudra, même si on est 900 et qu'on descend à 850, il faudra quand même un DG, il faudra quand même un DAF, il faudra quand même un DRH. Et je regardais d'un regard précis les agences où j'étais passé à Saint-Nazaire et à Vannes. Et d'un côté, j'entendais qu'ils étaient concernés. Et puis, j'avais un de mes bons amis qui était à Vannes, un patron à Vannes, et qui lui me disait « c'est bon, je suis rassuré, je ne serai pas concerné ». Et du coup, on se retrouve avec un désalignement à se dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui dis la vérité? Et finalement, je ne respecte pas l'engagement auprès de la boîte? Ou est-ce que je ne lui dis pas, mais je respecte pas mon ami et finalement, je deviens quelqu'un d'autre? Voilà. Et puis, l'élément de bascule, ça a été les vacances de février 2009 où je suis à Center Park en famille et je pleure une semaine. Voilà. Et donc là, je me dis, moi je bossais de 8h le matin jusqu'à 1h du matin tous les jours. Je me tape les réunions, je bosse le week-end. Je m'éclate à fond avec mon équipe, on est 40. Mais je m'éclate plus finalement avec tout ce bruit autour de trucs qui n'avancent pas, des postures, beaucoup de gens qui évoquent des choses mais qui pensent l'inverse. Voilà, et finalement c'est de la politique, hein. Oui, c'est la politique de grands groupes, la politique, la vraie politique. Et je suis pas du tout là-dedans. Et donc voilà. Et en fait, en sortant de ces vacances de février, je me dis tu as 2 chemins. Soit tu rentres dans le moule et tu dis finalement la soupe est bonne.
tu as un bon poste, tu gagnes correctement ta vie. Moi, j'étais pas très chèrement payé par rapport à mes collègues patrons de filiales. Comme j'étais stagiaire, j'ai payé un peu toute ma vie, entre guillemets. Mais moi, c'est pas mon moteur, l'argent. Quand je regarde par rapport à derrière moi, je gagnais très bien ma vie par rapport à plein d'autres Français. À l'inverse. Et donc, soit je me dis la soupe est bonne et je continue. Et donc, on me dit de faire du bleu, ben, je fais du bleu. On me dit de faire du rouge, je fais du rouge. Voilà, donc, j'ai essayé ça 3 semaines. Et finalement, je me travestissais totalement et je devenais une bombe hein, qui allait exploser. Et l'autre cas, c'est de dire, bon, bah, t'as rien volé, t'es plus en phase. Tu changeras pas le groupe, hein, voilà, il est comme il est, il a tout le temps été comme ça, il t'a convenu pendant 20 ans, et 20 ans après tout, c'est un beau parcours. Ils t'ont fait confiance, ils t'ont fait grandir, ils t'ont formé. Et moi, j'apprécie grandement tout ce qu'on m'a transmis, en fait. Et à se dire, bah, nos chemins arrivent à une séparation. Et donc, je me suis laissé cheminer, j'explique souvent aux salariés. Au moment du Covid, il y a beaucoup de gens qui ont pris des mauvaises décisions hâtivement. Ils n'étaient pas bien, et donc ils ont quitté leur boulot, ils ont quitté leur femme, ils ont quitté leur ville. Moi, je ne prends jamais des décisions hâtives. J'essaye d'abord d'aller chercher le fond de la cause. Et quand j'ai le fond de la cause, après, je prends ma décision. Et du coup, je pense que ça correspond mieux à la réalité. Et en tout cas, on se trompe un peu moins. Et voilà, donc je me suis laissé du temps de février jusqu'à juillet. Je pars en vacances tous les ans en juillet. Je suis un juillettiste. D'accord. Et voilà, je suis revenu au mois d'août et c'était super clair pour moi. Mon avenir n'était plus dans la boîte. Et donc, au retour de vacances de mon boss... Voilà, j'ai sollicité un entretien pour se voir et lui expliquer que j'étais plus dans le projet et que je voulais partir. Okay. Voilà. Et je reviens légèrement sur le mode de décision là, que tu disais, où tu te laissais prendre du temps, tu prenais le temps. Et je suis en train de lire un livre passionnant sur la méthode un peu de réflexion et de la manière dont on prend des décisions. Il explique, alors même si aujourd'hui il y a quelques débats sur ces points-là, un système 1 et un système 2, avec un système 1 qui prend les décisions très rapides, qui est le système qui marche tous les jours, enfin le plus rapidement, et un système 2 qui, justement, on prend du recul, on prend du temps. Et tu vois, je retrouve ici un peu cette approche un peu du métier, de dire, ok, je prends du temps, même si je ne prends pas une décision hâtive, je prends un peu de temps et j'essaie de prendre la bonne décision. Et c'est la première fois que quelqu'un m'exprime aussi clairement, alors sans utiliser les termes que je viens d'utiliser, même si ce n'est pas mes termes, ce système, et moi je trouve ça vachement intéressant. Alors moi je ne connais pas le système. Après, les gens qui me connaissent vont plutôt dire que je prends des décisions rapides, mais je vois bien que j'ai des sujets, notamment quand je suis mal, hein, ben ça ne peut pas être une décision hâtive, parce qu'il y a d'autres éléments, donc il faut aller piocher au fond. Et quand il y a des sujets sur lesquels je n'ai pas la réponse, si j'ai la réponse immédiate, moi, là où je suis pas à l'aise du tout, je suis très à l'aise dans la vie sur plein de sujets. Là où je suis pas à l'aise, c'est quand je suis dans le brouillard. Voilà, et donc dans le brouillard, il y a quelques sujets. Je suis pas du tout voiture, par exemple. Et donc le fait de choisir une voiture, ça me met du brouillard. Ça fait rire tout le monde. Donc c'est mon DG de Humans qui choisit ma caisse. Là, c'était une assistante je lui ai demandé ce qu'il y avait disponible et j'ai choisi la voiture comme ça. Mais il y en a qui vont trouver beaucoup de plaisir là-dedans. Moi, ça va. Alors, je ne veux pas dire que ça va me créer du stress, mais ça me met du brouillard. Et du coup, et j'ai besoin d'y voir clair. Et donc, quand j'y vois pas totalement clair sur un sujet, il y a quelques sujets stratégiques sur le groupe où je vais me donner du temps volontairement parce que je sais qu'il n'y a pas besoin de prendre une décision rapide, hein, de toute manière. Et à l'inverse, s'il faut prendre une décision rapide, je saurai la prendre et j'assumerai même si c'est pas la bonne décision parce que ce sera mieux que de pas prendre de décision du tout. J'ai lu un article hier où un bouquin que je commence à lire où globalement on se rend compte que la non-décision coûte beaucoup plus cher qu'une décision, quelle qu'elle soit. Et moi je donne souvent l'image même d'un paquebot, de se dire qu'un bateau, c'est quand il est en mouvement qu'on peut commencer à l'orienter. S'il n'est pas en mouvement, s'il est à l'arrêt, malheureusement on pourra tirer à droite, tirer à gauche, il se passera rien. Et donc voilà, donc moi je veux d'abord qu'on soit en mouvement. Et après, c'est plus facile d'aller changer de cap, hein, éventuellement. On s'est fixé un cap et on doit réorienter, on le réoriente. Et du coup, voilà, on sera en mouvement, on aura gagné du temps. Donc, si on est à l'arrêt et qu'on réfléchit trop longtemps à se dire, dans quelle direction on va aller, je pense qu'on est dans un monde qui va vite. Et donc là, on sera à l'arrêt. Donc, j'ai la très grande majorité de mes décisions, elles sont plutôt rapides. Mais pareil, j'ai un processus qui fait que je coche assez vite les cases. Et donc, ce qui peut donner l'image à des gens que finalement, j'ai pas pris le temps de me poser. Moi, je vois assez vite toutes les zones de risque, le risque de prendre la décision, le risque de ne pas prendre la décision.
Et donc quand c'est clair, j'embraye. Quand c'est pas clair, je dis que je suis pas à l'aise et que c'est pas clair et qu'il faut que j'attende un peu. Voilà. Dans le groupe, c'est pareil, on s'aligne très vite. Et puis il y a quelques sujets où on se dit, on n'est pas très clair, donc on va attendre, parce que de toute manière, il n'y a pas de danger particulier si on ne prend pas cette décision-là. Et à l'inverse, on voit qu'il y a un danger particulier si on prend une décision hâtive. Voilà, donc, et à titre perso, j'essaye globalement de faire ça. Je ne suis pas confronté souvent à ce type de choses, hein, mais là, c'était un élément très important, impactant à titre perso et pour ma famille. Oui, c'est sûr. Le changement de carrière, souvent, ça a un certain impact. Quand tu disais, et je reviendrai après, pourquoi MediaVeille, parce que moi, ça m'intéresse de pourquoi partir sur MediaVeille, tu disais que dans ton processus de gestion, tu avais des cases, tu cochais des cases. Est-ce que tu as un process clairement défini, un mot très d'entreprise, mais tu as une méthode de réflexion très définie, toi, ou c'est un peu au contraire, de l'instinct? Non, c'est beaucoup de l'instinct. Après, quand je dis des cases à cocher, je vois bien que dans ma tête, il y a un certain nombre de choses qui vont se cocher. J'ai appris ça à l'APM, je suis dans le réseau APM. J'ai appris aussi à l'APM le fait de raisonner dans l'autre sens. Qu'est-ce qui se passe si je ne prends pas la décision? Qu'est-ce qui se passe si on fait le projet et qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas le projet? Voilà. Et donc ça donne aussi un autre angle. Donc moi j'essaye de sortir en tout cas du quotidien là pour analyser, faire le petit pas de côté, ce qui manque de temps en temps à beaucoup de gens et à beaucoup de patrons. Et donc réussir à faire ce pas de côté. Je vais en parler aussi, pas à tout le monde, mais je vais en parler à des personnes qui peuvent être extérieures, qui peuvent être des proches même dans le groupe, pour avoir aussi les retours et puis un peu de temps de décantation aussi. C'est un élément que j'utilisais pas beaucoup et le temps de décantation, il permet finalement d'y voir un peu plus clair au fur et à mesure des heures et des jours. Hein. Le laps de temps n'est pas forcément toujours très long, mais en tout cas de pouvoir le partager, confronter. Et l'autre élément, c'est de réussir à avoir finalement des gens en confiance en soi qui peuvent s'exprimer. C'est aussi le piège quand on est patron. Et quand l'entreprise se développe, c'est que finalement, la politique, c'est on dit comme le chef, et donc si le chef il pense ça, on est d'accord avec lui. Voilà, moi j'ai aussi envie d'être challengé, j'ai envie d'être challengé par un collaborateur, j'ai envie d'être challengé par un associé, par un membre du CODIR. Je sais qu'il n'y a pas de mauvaise volonté, c'est pas pour m'emmerder, c'est pas pour m'attaquer, c'est juste pour éviter qu'on fasse une erreur. Donc je vois plutôt le bon côté, et donc je vais plutôt pousser les gens à dire sois à l'aise, vas-y, dis-moi carrément, et voilà. Et donc parce qu'on est quand même dans un pays, il ne faut pas trop dire les choses. On était éduqués à l'école où il faut se taire, les deux doigts sur la couture. Et donc, il n'y a pas cette relation de confiance. Et quand on arrive à l'avoir, du coup, alors ça peut gratter, hein, des fois, on entend des choses qui ne sont pas agréables. Mais encore une fois, si on se dit, c'est pas pour m'emmerder, c'est pas pour m'attaquer, du coup, c'est plutôt pour mon bien. Voilà. Et moi, je me permets aussi de le faire. Pareil, donc ça peut chahuter aussi les gens, mais je le fais tout le temps avec une bienveillance, entre guillemets, alors qui n'est pas toujours perceptible, parce que là, du coup, on casse un peu l'idée du projet ou l'initiative que les gens avaient, mais j'essaye justement je trouve que la bienveillance, c'est aussi de se dire les choses réellement et sincèrement. Ok. Et ça me fait penser à un article que tu as écrit il y a très récemment sur LinkedIn, avec notamment ce que tu appelais les 4%. Je l'ai lu ce matin parce que du coup je revenais un peu sur les différents articles que tu publiais. Et ça me fait. Je trouve qu'on retrouve bien ton discours et ta volonté dans justement cet article où dire voilà, en fait pour 96% des gens, et je pense que tu l'expliqueras beaucoup mieux que moi, 96% des gens, c'est des très bonnes relations, justement où tu peux avoir cette relation un peu de confiance et sûrement ces échanges. Et puis il y en a 4% où voilà, ils sont pas là pour je veux dire faire du bien, même si c'est un peu exagéré, mais qui veulent vraiment, vaut mieux les ignorer presque. Alors pour moi, il vaut mieux les chasser même. Même les chasser. Je vais même un peu plus loin. Alors d'abord, ça te permet de te rendre compte que les articles, c'est moi qui les écris, c'est pas ChatGPT ou quelqu'un d'autre, parce que du coup, je suis attaché à ça et j'aime bien écrire. Moi, les 4%, en fait, pendant longtemps, je me suis trompé. J'ai écrit dans le billet. J'avais des sujets qui méritaient. Je prends la parole tous les trimestres devant les collaborateurs. Ça s'appelle le pitch du boss. Et des fois, j'ai été focus pendant un quart d'heure finalement à mettre un scud qui visait 4% des gens. Ces gens-là, ça leur glisse dessus, ça va rien changer.
Et les autres, eux, ça va les percuter, ils vont se prendre un coup de poignard dans le ventre et finalement, ça ne diffusait pas du bien. Nous, d'abord, on essaye de ne pas les recruter, premier élément. Donc, on essaye de développer notre marque employeur, avoir plein de candidatures, comme ça, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et du coup, on les prend pas. Mais ils ne sont peut-être pas à hauteur de 4%, mais il y en a quelques-uns. Il y en a qui ne le sont pas et qui peuvent le devenir aussi. Le cas au moment du Covid, il y en a un qui est devenu complotiste. Ça fait partie de la vie, mais derrière, c'est de le gérer. Et je trouve que dans beaucoup d'entreprises, il y a de la faiblesse managériale, de la faiblesse à ne pas prendre les décisions, et donc on laisse un peu pourrir les situations. On dit trop rien, on se dit, bon, bah, il est comme ça, c'est pas facile. Et puis finalement, ça va gangréner un peu tout le monde. Et ces gens-là, ils prennent plus la parole, ils ronchonnent plus dans la cafétéria, et finalement, on n'entend pas le bon collaborateur qui fait son boulot, qui est engagé, qui sert bien son client, et celui-là, et dans beaucoup de boîtes, c'est celui qui va brailler, qui va un peu être augmenté, et celui qui dit rien, qui ne sera pas augmenté. Et donc moi, il y a, je pense, 4-5 ans au moins, en lisant ces bouquins sur les entreprises libérées, là, ça m'a vraiment ouvert les yeux, et à me dire, il ne faut pas se tromper de combat, et donc il y a 96% de gens qui sont bien, et quand on analyse un peu le pays, on fait des lois parce qu'il y a 4% de gens qui trichent, on fait des lois, on met des pointeuses dans les usines parce qu'il y a 4% de tricheurs. Voilà, tout est orienté vraiment comme ça. Aujourd'hui, il y a le phénomène des no-shows dans les restos. Donc il y a 10% des gens qui font des no-shows. Donc du coup, les 90 autres, ils ont leur carte bleue à mettre. Et donc on crée des contraintes aux autres et je ne trouve pas ça juste. Et donc moi, je préfère pourrir la vie finalement des 4, m'en séparer, leur expliquer que moi, je suis aligné entre ce que j'ai dit, ce que je fais, j'ai pas de problème. Et donc s'il y a un écart... et si eux ont changé, ils ont le droit de changer, mais il y a plein d'autres boîtes à côté, donc ils peuvent aussi aller dans les autres boîtes pour laisser les 96 autres pourcents, ça leur convient bien, continuer à bien dérouler. Donc voilà, c'est d'être aligné avec soi-même. Ouais, c'est ta ligne directrice. Et ça, je trouve ça admirable, je peux être que d'accord. Je reviens encore un peu dans l'histoire, je reprends un peu l'histoire. Pourquoi Mediaveil ? Parce que je suppose que tu as arrêté Précom, on revient à Précom, tu prends la décision d'arrêter. Tu disais dans la présentation que tu avais une envie d'entreprendre. Entreprendre, il y a deux. Si je caractérise vraiment fortement, il y a deux manières d'entreprendre qui sont soit créer la boîte avec Nilo et partir sur quelque chose, ou alors reprendre une entreprise qui est pour moi malheureusement pas assez considérée comme de l'entrepreneuriat. Parce que c'est vraiment un gros boulot et des fois, voilà. Comment toi tu as un peu navigué dans cet univers et tu t'es dit ok, je vais reprendre une boîte, peut-être si tu l'as décidé, et reprendre en plus Mediaveil, donc une entreprise, une agence sur le web marketing. Alors, mon cheminement, il démarre à Vannes, où à Vannes j'étais installé, j'avais une maison qui était sympa, j'avais un poste qui était nickel, et j'étais amoureux de la ville. Et à me dire, et d'ailleurs quand on m'avait proposé le poste à l'époque, j'avais dit tiens c'est marrant, vous me proposez un peu une voie sans issue. J'étais un peu provoque. Il dit pourquoi Olivier ? Je dis parce que si vous analysez, tous les patrons de Vannes ont quitté l'entreprise parce qu'ils ont décidé de rester à Vannes. Et donc moi, parce que la qualité de vie est super agréable, et vraiment il n'y en a pas un qui est resté de tous ceux qui sont passés pendant des années. Et du coup j'avais commencé à regarder le côté entrepreneuriat. Et là, j'avais fait mon premier cheminement. Et donc, moi, j'ai démarré à l'âge de 19 ans à investir en immobilier. Et investir assez fortement. Donc, dans toutes les villes où je suis passé, j'ai acheté des apparts, j'ai acheté des immeubles, j'ai construit des maisons. Et du coup, j'avais des emprunts, tout simplement. Et mon cheminement, c'était de dire, si tu veux créer, c'est très bien, mais combien tu vas gagner pour rembourser ta dette ? Tu ne le sauras pas, et peut-être que tu gagneras jamais assez, parce que tu ne sais pas combien, on ne sait pas du tout l'avenir. Alors qu'à l'inverse, sur une reprise d'entreprise, finalement, j'ai investi en immobilier, donc moi j'ai vendu une maison que j'avais construite dans le Morbihan, à Tex, qui m'a servi d'apport après. Mais en tout cas, je me suis dit, tiens, j'aurai des échéances à un moment donné avec des biens qui m'appartiendront, donc j'aurai de l'apport. Et puis finalement, pour rembourser ma dette, tout l'ensemble de mes crédits mensuels, si je rachète une boîte, je sais combien se prend le sortant. Et donc, j'ai juste déjà à faire la même chose pour avoir le même niveau de rémunération. Et si je fais plus, au pire, je pourrais avoir le même. Voilà donc mon raisonnement entre une reprise et une création. Et puis après, moi, toute ma vie est faite que de rencontres.
Et donc c'est assez marrant comme le processus pour arriver à Mediaveil, il s'est fait assez naturellement. En 2008, je fais faire des formations à toutes mes équipes de Précom Multimédia. Je veux les faire monter en compétences digitales. Et donc j'interroge 2 agences, une à Nantes et Mediaveil à Rennes. Celle de Nantes vient me faire le show, mais elle ne m'envoie jamais la proposition. Mediaveil me fait la proposition. Je tarde un peu à avoir le devis, donc je relance plusieurs fois Christophe Potron. Et j'ai mon devis, 30 journées de formation. Et donc il passe 30 journées dans les locaux où du coup les collaborateurs apprennent à connaître Mediaveil et puis moi j'apprends à connaître Christophe. Je décide de partir, je veux faire un break, je sens que je suis cuit, je dis après comme pendant 6 mois je veux ne rien faire et j'organise mon pot de départ avec mon équipe que j'adorais au Stanley, une discothèque à Rennes. Voilà. Et donc en fait quand j'ai annoncé mon départ, on était 40, il y a eu 27 départs à peu près simultanés puisqu'en fait il y avait un projet de fusion entre Précom Multimédia et les Précom Print. Et donc j'avais dit si vous faites ça vous allez au tapis puisque les gens qui ont découvert le digital, ils n'ont plus envie de revendre du print. Voilà. Et puis, quand on est dans un groupe, on n'a pas toujours le dernier mot. Donc, et puis, comme je partais, moi, je vous donne juste mon avis, c'est vous qui voyez. Et le premier collaborateur qui a quitté Précom Multimédia a candidaté chez Mediaveil, parce qu'il cherchait un commercial, donc il s'appelle Johan Delahaye. Et Johan Delahaye, il est aujourd'hui directeur général de Humens. Et en fait, je me retrouve au Stanley et je dis à Johan, je demande à Johan, tiens, comment ça se passe depuis que tu es chez Mediaveil? Il m'explique, c'est super, là on vend du conseil, ça n'a rien à voir avec de la régie publicitaire. C'est plus riche, on répond, on s'adapte beaucoup mieux aux besoins du client et on a un éventail de solutions qui est juste dingue. Voilà, il me dit, et toi? Je lui dis, moi je cherche une boîte à reprendre. Dans l'idéal, sur Internet, le marketing, la com, le digital. Dans l'idéal, sur Rennes, comme j'ai ma maison qui est à Rennes, je suis originaire de Rennes. Mais quand on reprend une boîte, on peut se retrouver à 100 ou 200 km. Voilà, et globalement, par rapport au budget que j'ai, entre 7 et 15 personnes. Et il me regarde assez naturellement et il me dit, en fait, tu cherches Mediaveil. Je dis, écoute, j'ai bien Mediaveil dans les radars, parce qu'il avait fallu relancer pas mal Christophe pour avoir mon devis. Mais je ne pense pas qu'il soit vendeur. Et l'alignement des planètes, donc Christophe a aussi la quarantaine. Et il me dit, détrompe-toi, je pense qu'il est vendeur parce qu'il vient d'être papa. Et il fait la navette, il vit avec une Espagnole, il fait la navette entre Rennes et Madrid tous les week-ends. Voilà, donc on a fait la fête le vendredi. J'ai appelé Christophe le lundi. On s'est mis d'accord au bout d'une semaine en gros sur le prix. Et 4 semaines après, je venais me présenter à l'équipe et 15 jours après, je faisais mon chèque. Et donc j'ai racheté Mediaveil en 6 semaines. Voilà. Donc j'ai pas eu mon break. Je l'ai payé un petit peu après parce que j'étais un peu cramé et là j'ai découvert un nouveau stress. La décision ultime où là on décide de tout, on peut plus se cacher derrière une direction générale, on se cache pas derrière un actionnaire, on est l'actionnaire, on est face à l'équipe. Voilà. Et puis je pense le fait de couper le cordon avec Précom, découvrir le stress de la trésorerie, tout ça fait que j'ai démarré le 2 janvier et au mois de mars j'étais cramé. Et il a fallu que j'aille me ressourcer au Maroc, une semaine. Petite semaine, parce que c'est pas beaucoup. Non. Même si c'est déjà une bonne étape. Et je continue un peu sur l'histoire et on passe d'un groupe, je vais me faire un bond volontairement, on passe d'un groupe, d'une entreprise dont 15 personnes, tu m'as dit, à l'époque. Mediaveil? Oui, Mediaveil, 10 personnes, ce qui est une agence d'une bonne taille quand même, de manière générale. Parce qu'aujourd'hui, notamment aujourd'hui, on est beaucoup sur des indépendants, des boîtes de 2-3 personnes, 5, voilà. Mais donc 10 personnes, aujourd'hui vous êtes 450. C'est ça. Alors il y a beaucoup plus de métiers, je m'en doute. Qu'est-ce qui, toi, t'a amené à vouloir développer un groupe en fait? Et pas se dire, j'ai mon agence, j'ai 10 personnes, on fait nos petits clients, puis voilà, on en reste là. Parce qu'il y a quand même une sacrée marge, quoi. Alors on fait nos petits clients, toi tu le dis déjà dans tes propos. Moi j'entends de la routine derrière ça. Et les métiers du digital, c'est des métiers en évolution en permanence. Et donc on est confronté à plein de choses. Il faut de plus en plus de techno, de plus en plus d'intelligence artificielle, de plus en plus d'expertise. Et globalement, si on reste petit, globalement, on peut pas se payer tout ça. Donc on est des petits artisans et on bricole.
On n'a pas accès à des interfaces, on n'a pas la visite de Google, on n'a pas la visite de Facebook, on n'a pas la visite d'HubSpot, on n'a pas la visite des gros acteurs américains, européens. Et puis on n'arrive pas à garder nos collabs. C'est-à-dire qu'un collab, si on lui dit bah, « tiens, j'ai un projet d'entreprise, tu vas voir, on va être bien, on est 10 », et puis tu auras toute ta vie, tu auras les mêmes petits clients qu'on va accompagner. Et, voilà. Et ces petits clients, bah, ils vont partir parce que leur niveau d'exigence va monter d'un cran. Et on ne pourra plus y répondre. Et les collaborateurs vont partir parce qu'ils vont dire bah, c'est sympa, mais moi, ça fait 5 ans que je gère tout le temps les mêmes dossiers et j'aimerais bien être confronté à autre chose. Et du coup, une agence qui n'évolue pas, il n'y a pas de perspective d'évolution pour le collaborateur. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de nouveaux métiers. Et du coup, ça devient pour moi vite désagréable, entre guillemets. Et moi, finalement, quand on est entrepreneur, tu l'as souligné tout à l'heure, mais l'intérêt, c'est d'avoir une entreprise qui est alignée sur... en tout cas, moi, le luxe que je veux m'offrir, c'est que l'entreprise soit alignée sur mes valeurs et sur moi, sur ma caractéristique. Et donc, si j'étais... quand j'ai démarré à faire de l'IMO, j'ai fait un appartement, et puis après, j'en ai fait un deuxième, un troisième, un quatrième, et donc je me connais. Je sais qu'une fois que j'ai trouvé la clé, je déroule. Et quand j'ai racheté Mediaveil, j'ai monté une holding qui s'appelait MV Group, qui était holding dormante. Et mon avocat, d'ailleurs, m'avait dit à l'époque... vous embêtez pas sur le nom, monsieur Méry, il est une holding, de toute manière, elle sera jamais connue. C'est en coulisses, donc on s'en fout du nom. Donc j'ai fait la contraction entre le MV de Mediaveil, groupe sans E. Et puis je me suis dit, tiens, ça va faire le boulot. Et puis, mais je voulais ce montage-là qui était plus coûteux au départ, parce que je savais qu'une fois que j'allais démarrer, j'avais dit, je sais qu'après, je me connais, j'ai besoin de projets, c'est mon carburant, c'est ça qui me fait avancer. Et donc, je ne ferai pas qu'une entreprise, il m'en faudra plusieurs. Voilà. Après, je ne suis pas un chien fou, j'ai avancé naturellement. Et en gros, jusqu'en 2015, on a développé fortement Mediaveil. Donc, on est 35. Et en gros, de 2014 à début 2015, je suis nulle part, je ne fais pas de podcast, je ne suis pas sur LinkedIn, où je ne prends pas la parole, je ne réponds pas aux journalistes, je suis focus sur mes clients et mes collabs. Et en courant 2014, j'ai un besoin de sortir de l'entreprise. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais j'avais l'impression d'étouffer, de voir un regard extérieur. Et comme je ne fais pas tout à moitié, du coup, je m'engage à fond. Donc, je lance la French Tech à Rennes. Je rentre dans le réseau Entreprendre, je deviens mentor à Yahoo, je rentre dans le Logoden pour le financement des PME et finalement je crée Logoden Digital. Voilà, j'ai des idées, j'ai envie de les mettre en œuvre, c'est un luxe, la chance que j'ai dans la vie c'est d'avoir de l'énergie et donc j'ai ce carburant-là qui me fait avancer. Et je rentre à l'APM, réseau de chefs d'entreprise, et puis le janvier 2015, le premier thème, c'est la stratégie d'entreprise. Je suis la boîte qui a commencé à grandir. De 1 million, on est passé à 5. Et donc, les collègues de l'APM me disent, tiens, on n'a qu'à travailler sur ton cas. Et puis, explique-nous ta stratégie. Et puis, en fait, je ne peux rien expliquer parce que je n'ai pas de stratégie. Je fais du business, j'aime bien développer mes clients, mais je n'ai pas pris le temps de me poser. Et le deuxième module, le mois d'après, c'est sur la stratégie de différenciation. C'est de dire que si jamais l'entreprise est... comme des objets, mais si les choses sont les mêmes, le seul élément qui est comparable, c'est le prix. Et donc, ça tire tout vers le bas. Donc, il ne faut pas être comparable. Et si on ne veut pas être comparable, il faut apporter des choses différentes. Voilà. Et je pars en vacances au mois de mars et le puzzle s'assemble tout seul. En vacances, je suis toujours connecté à la boîte, même si ça ne m'empêche pas de profiter, mais on est tout le temps branché quand même. Et en fait, je me dis, comment on peut être différenciant ? On peut être différenciant parce que beaucoup d'agences sont basées juste sur une ville ou une ville plus Paris. Donc Rennes plus Paris, Nantes plus Paris, Nice plus Paris. Il n'y a pas un réseau d'agences au niveau national. Et en fait, les métiers sont très segmentés, silotés. Et finalement, les PME, elles ont un problème global qui n'est pas un silo, c'est un ensemble de problèmes. Et donc, il faut qu'on arrive à apporter une réponse à tout l'ensemble de ce problème-là, puisque tout est imbriqué et interconnecté. Et donc, du coup, comme une évidence, on va créer le premier réseau d'agences en France. Okay. Et donc, j'ai fini de payer le LBO que j'ai fait pour Mediaveil. Et donc, on va créer le premier réseau d'agences et on va accompagner les PME et les ETI françaises sur toutes les étapes du parcours client. Voilà, c'est ma feuille de route. Je retourne à la banque, je refais un prêt. Je lance Toulouse, je lance Nantes, on lance Paris, on lance Strasbourg. Voilà, et puis on continue Lyon.
au fur et à mesure, que des rencontres, des gens qui m'ont sollicité, des anciens clients. Voilà, ça se fait de façon un peu intuitive, même si on a notre feuille de route, mais c'est la rencontre qui fait qu'au moment où on rencontre et on a la feuille de route, ben ça match, on se dit tiens, je peux avoir un projet, je prévoyais pas Strasbourg, mais finalement, comme tu m'en parles, je vais mettre Strasbourg avant parce que du coup j'ai l'opportunité d'avoir la personne. Et c'est exactement pareil après sur les filiales, où par des déjeuners, la première filiale créée, alors on fait d'abord KPI Advance où on a des grands groupes qui nous sollicitent qui nous achètent de la presta en sous-traitance d'abord. Okay. Et je me dis, c'est un peu couillon, nous on leur vend pas cher et eux ils revendent 4 fois, 5 fois plus cher, on leur remplit même leur PowerPoint. Donc on va se faire un petit cabinet, donc on a créé KPI Advance. Et puis après, c'est un contact sur Viadeo à l'époque. Olivier Bonin me contacte, il est chez OPA, une agence audiovisuelle, et avant il a travaillé à Canal+, à France Télévisions, au Figaro, et voilà, on apprend à se connaître, et il me dit c'est vraiment beau ce que tu fais, je rêve de pouvoir faire ça. Voilà, et puis au fur et à mesure des échanges, des déjeuners, on se dit tiens un jour on fera un truc ensemble. Et en regardant un peu le marché, on a essayé de regarder à chaque fois le problème des entreprises et comment le marché était adressé. Et on s'est rendu compte que les agences médias, c'était des grosses machines, Havas, Publicis, qui travaillent un peu comme avant, qui sont otages finalement de leur fonctionnement ancien et qui auront du mal à se digitaliser. Et puis nous, il y a tout un pan du marché qui n'est pas du tout adressé. Et quand on prend nos CV et finalement nos parcours, on voit que la presse magazine, l'affichage, la radio, la presse quotidienne, la télé, le digital, tout ça, c'est des éléments qu'on maîtrise. Et donc, on va inventer une agence média moderne qui sera digitale au cœur d'une agence digitale. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis après, Winband, ça a été une autre rencontre à la fin du mois du lancement de Goodbye Media, où là, j'avais formé Michel Brébion pour devenir patron de Précom Vannes, puisque j'avais recruté à l'époque à Saint-Nazaire en 97. On est associé en immobilier depuis 97. On se connaît bien. Et puis, lui, il est à Vannes. Il vient à une soirée French Tech, il voit que je connais tout le réseau, il me dit Olivier, ce que tu as fait avec Mediaveil, c'est vraiment top. Moi, j'aurais bien aimé faire ça. Il parle au passé. Je lui dis mais pourquoi tu parles au passé? Il me dit parce que c'est trop tard, j'ai 43 ans. Je dis Michel, c'est jamais trop tard, on peut avancer sur des trucs. Il dit ouais, mais je me vois pas faire tout seul. Et moi, il y a qu'un sujet qui m'intéresse, c'est l'inbound marketing. Et je lui dis c'est marrant, nous, en ouvrant nos agences un peu partout en France, on a créé un poste d'inbound marketing et pour générer des leads dans toutes nos villes. Et du coup, j'ai envisagé de créer un pôle. Et donc, au lieu de créer un pôle, je te propose de créer une filiale et d'en prendre la direction. Voilà, et donc, ça, c'est le vendredi soir. Et le lendemain matin, je lui envoie un petit mail et on s'appelle. Et le lendemain matin, c'est validé. Donc là, ça va très vite. Okay. Voilà, et on convient de tout bâtir. Donc, je détache une personne pour travailler sur le projet. Lui accompagne bien son employeur et donc on lance en septembre. Voilà, et puis après, ça s'enchaîne rencontre par rencontre. Alors tu me diras quand tu veux me couper parce que là j'en ai pour un petit moment. Ouais, non, mais c'est ce qui est relativement dingue. C'est d'ailleurs une des questions que j'avais, c'est alors il y a toi au niveau personnel où je me suis amusé, j'ai fait l'exercice d'aller sur LinkedIn et de comptabiliser tous les postes que tu avais. Je les ai pas tous mis. Ok, en plus, j'en suis arrivé à 16. Et encore, alors il y en a un ou deux que je crois qui se sont arrêtés depuis, mais bon, tu n'en as pas tous mis. C'est juste dingue. J'ai pas fait le compte des filiales comprises dans MV Group, mais c'est aussi relativement conséquent. 13. 13, voilà. Et j'ai vu qu'il y en a en plus des récentes qui sont arrivées, notamment sur la data. Et d'ailleurs, c'est un sujet sur lequel je voudrais revenir. Mais je me pose la question, et vraiment très attaché à ton rôle aujourd'hui de dirigeant, c'est comment on fait pour prendre des décisions sur 13 filiales. Alors, je me doute bien que tu ne prends pas des décisions au jour le jour pour 13 filiales, mais comment on gère autant de prises de décision? Parce que tu dois être, entre guillemets, assailli, quoi. Alors, assailli, plus maintenant. Okay. Après, c'est une gymnastique. Alors moi, j'étais habitué à ça et je pense que c'est ma drogue. J'étais vraiment habitué à ça, notamment quand j'étais à Précom Multimédia, où on attaquait 4 marchés. Et donc, je devais être bon en immobilier, je devais être bon en emploi, je devais être bon en auto, je devais être bon sur la pubco. Et du coup, je changeais de casquette d'une réunion à l'autre et c'est une gymnastique qui est ultra fatigante au démarrage. Et plus à côté, tous mes sujets immobiliers, où du coup, j'avais pas mal d'actions et pas mal de décisions à prendre aussi dessus.
Voilà. Et puis finalement aujourd'hui mon cerveau est structuré là-dessus. Donc moi je suis passionné par la gestion du temps. Quand je prends rendez-vous, je sais respecter. J'ai 10 minutes de retard, mais je sais respecter mon agenda. Enfin, je maîtrise mon agenda. Je veux être en maîtrise. En fait, il y a des stress que j'ai du mal à maîtriser. Il y a d'autres stress que j'arrive à parfaitement bien maîtriser. Et ça, il y a un côté assez stimulant. Et donc, moi, l'un des éléments, c'est je mets des fondations qui sont solides. La première fondation solide, c'est d'abord la relation de confiance avec la personne avec qui je vais travailler. On va passer du temps à bien se connaître et à bien définir finalement le cadre. Alors, c'est pas formalisé, mais c'est vraiment par les échanges réguliers. Et donc, ça peut être un peu la difficulté au début pour quelqu'un qui connaît pas le groupe, qui arrive dedans, de se dire tiens, comment ça fonctionne. Parce que je peux être un peu présent partout au global. Hein. Je connais toutes les filiales, je connais toutes les équipes support. J'anime moi-même toutes les équipes support. J'avais l'équipe marketing en direct jusqu'au mois de novembre en plus. Et je suis directeur général en plus. Pour le moment encore, depuis 1 an et demi, chez Avancy. Donc à Tours, j'y vais tous les jeudis. Okay. Voilà, je cumule de l'hyper-opérationnel et de la strat, mais c'est des éléments de passage qui me nourrissent aussi, parce que j'ai besoin de capteurs, et c'est en étant sur le terrain que je capte ça. Mais du coup, je suis en maîtrise de mon agenda. Méthode de travail, je suis à jour tous les jours. Avant de démarrer le podcast, là, j'avais 2 mails dans ma boîte. Toutes mes tâches sont à jour. Voilà, je fais tout ce que j'ai à faire, je fais toutes mes actions, je réponds à tous les mails, je réponds à toutes les sollicitations sur LinkedIn. Voilà, et donc j'arrive à gérer tout ça, plus la fondation à côté, plus le comité de mission sur lequel je suis demain. Voilà, et je les gère comme des dossiers. Et comme j'ai des gens de confiance sur lesquels je peux m'appuyer, et qu'ils ont finalement après leur périmètre, hein, et comme on est bien aligné, bon, finalement, les décisions, elles sont jamais très à l'ouest. Moi, j'accompagne toutes les équipes support. Les équipes support, la directrice du capital humain, ça va faire 20 ans qu'on travaille ensemble. Donc, nos temps d'alignement sont naturels. Donc, ça nous prend très, très peu de temps là-dessus. Voilà, et puis, je veux investir vraiment beaucoup de temps en amont pour en avoir moins à consommer derrière. Hein, donc, je suis investi dans le parcours d'intégration. J'explique la politique de rémunération à tous les collaborateurs. Des patrons vont me dire mais le temps que ça te prend, bah oui, ça me prend 1h30 par mois. Sauf que l'an dernier on recrute 100 collaborateurs. J'amène du confort à tous mes managers parce qu'ils n'ont plus ce sujet-là à gérer. Enfin, ils auront à le gérer dans le quotidien, mais tout le monde aura le même cadre dans un message qui est clair, et donc ça évite un peu tous les entretiens un peu chiants, un peu merdiques, chronophages. Je suis assez passionné par la productivité. Alors pas le truc dingue dans les usines, mais nous, on vend du service et on voit bien que les gens sont assez confrontés à des problèmes d'organisation. On ne les forme pas à utiliser Gmail, par exemple. Et donc, il y en a qui vont bien gérer, il y en a qui ne vont pas bien gérer, il y en a qui vont faire des dossiers, qui vont passer plein de temps à bien mettre les mails dans les dossiers. Sauf que ça ne sert à peu près à rien sur Gmail, puisqu'il y a un super moteur de recherche. Ils passeront plus de temps à ranger les dossiers qu'à aller le chercher. Et donc, voilà. Et donc, moi, dans ma vie, j'ai fait en sorte d'optimiser tout mon temps pour finalement être en confort et être dispo. Mes clients, moi, ce sont mes patrons de filiales. Quand ils me sollicitent, je dois être là, je dois être réactif, je dois leur apporter des réponses. Quand il y a des périodes plus compliquées, je dois me libérer du temps pour être à leur côté. Et voilà, et comme quand il y en a une qui est un peu plus compliquée, les autres vont mieux. C'est heureusement pour le moment jamais tout en même temps. Voilà, sauf au moment du Covid, on se retrousse les manches, on se met en guerrier. Et puis je sais aussi tailler. C'est-à-dire que je ne vais pas hésiter si je dois me remettre focus à fond sur des sujets, tout ce qui n'est pas dans cette grille-là, je vais renvoyer derrière. Donc typiquement, sollicitation podcast, vous êtes gentil, mais ce sera maintenant au mois de septembre, parce que là j'ai d'autres priorités. Okay. D'être en maîtrise de mon temps, j'ai besoin de ça. Enfin, ça fait partie des éléments pour moi, pour les gens, pour le bien-être. Et moi le premier, je suis aussi un être, donc j'ai aussi besoin de bien gérer mon temps, mais voilà, ça me nourrit, c'est une bonne gymnastique. Et moi, je suis très heureux et très bien quand les choses avancent. Je suis malheureux quand elles ne bougent pas. Et donc, cette situation-là me crée je vois bien que je ne suis pas agréable et je vois qu'on a des parpaings collés attachés aux pieds et ça ne me va pas. Mais quand on est dans le bon mouvement, même si ce n'est pas totalement ce qu'on visait, on est dans ce mouvement-là, c'est une question de timing, de temporalité. Je sais que tout le monde ne peut pas aller aussi vite que moi, j'ai pas de problème là-dessus.
Voilà, il faut faire avancer le paquebot comme tu Exactement. On redirige. Tout à fait. Une dernière question un peu sur MV Group, puis après, si ça te convient, j'aurai une avant-dernière question sur la fondation, parce que c'est aussi un sujet que je voulais aborder. Sur l'évolution du groupe, donc il y a souvent, quand on est une entreprise, on a, je veux dire, deux choix pour grandir. Soit on acquiert d'autres entreprises, soit on fait des levées de fonds. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, de ce que j'ai... Je ne mettrais pas ça comme ça, moi. Ah oui. Si on veut grandir, c'est soit on est en croissance organique, soit on veut créer, soit on veut racheter. Et si on veut racheter, soit on le fait sur ses deniers personnels, soit on le fait par de la dette bancaire, soit on le fait par des fonds. D'accord. Et là, alors si j'ai vu un peu, alors vous avez eu beaucoup de croissance organique, très longtemps. Il y a eu après le développement du réseau et pas mal de rachats ou de rachats de création. Ou de création. Mais vous n'êtes jamais passé par des levées de fonds? Non. J'ai trouvé une levée de fonds pour Winabond, mais ça fait relativement longtemps. Et pour des montants importants, mais pas si importants au niveau des levées de fonds. Pourquoi ce choix en fait? Parce que là, je pense que le levée de fonds aurait été entre guillemets facile vu votre croissance, vu votre développement. Alors d'abord pour Winbond, c'était une levée de fonds, petit clin d'œil, mais pareil, j'ai mon tempérament et quand on a créé Winbond, on a eu à racheter MyChefcom, je devais déjeuner avec le dirigeant Arnaud Ranou un lundi, il est décédé dans la nuit du samedi au dimanche, un accident de la route et du coup sa veuve était triste bien évidemment du décès, mais en plus par la société et donc on a fait une proposition de rachat, sauf qu'on venait de créer juste l'entreprise 2 mois avant. Et donc les banques m'ont demandé tout un dossier, mon curriculum vitae, alors que j'étais dans la même banque depuis 20 ans, 30 ans. Et donc j'ai trouvé ça chiant et on cherchait, à l'époque c'était 200 cas. Voilà, et donc du coup on a passé 5 coups de fil à des gens proches en leur disant est-ce que tu as envie d'investir, on a un truc et puis dans 5 ans on te rembourse. Donc voilà, pour moi, c'était pas une levée de fonds, c'était un montage pour contourner finalement la contrainte bancaire. Après, mon cheminement sur les levées de fonds, j'ai été sollicité plein de fois pour des rachats, pour être acheté, dans l'autre sens, pour lever des fonds. J'ai fait tout mon cheminement dessus et finalement, moi, j'ai besoin de liberté. Et de liberté, je veux que l'entreprise, elle me corresponde à moi-même. Et donc, j'ai plaisir de dire qu'on est un groupe indépendant financièrement. Et un groupe indépendant financièrement, ça permet aux salariés, ça peut leur sembler tout con, ils ne le voient pas forcément, mais d'avoir la personne qui est actionnaire face à eux. Et donc, on ne se cache pas derrière une fausse barbe. Derrière l'actionnaire, une phrase que j'aimais pas après comme, c'était l'actionnaire que nous représentons. Et moi, je disais, dites-moi qui c'est l'actionnaire, j'aimerais bien lui parler à un moment donné, lui expliquer les trucs. Et en fait, il est caché. Voilà, quand c'est des fonds de pension américains, j'imagine un Américain dans son canapé en train de manger son coca, boire son coca et manger ses chips, et à dire, moi j'ai mis 50 000 balles et donc vous démerdez, il faut que les 50 000 se transforment en 100 000 et donc que les petits Français travaillent derrière. Voilà, et donc je reproche pas, parce que du coup, il y a nécessité pour les entreprises. Mais moi, la première levée de fonds, elle se fait chez les clients par des prestats de qualité qu'on doit délivrer, d'avoir une fidélité client. Et donc, si on n'a pas besoin de le faire, globalement, à quoi ça sert que je lâche 10, 15, 20, 30% du capital de ma boîte quand j'en ai pas besoin? Donc, c'était le premier élément. Et le deuxième élément, c'est une fois que j'ai ça, concrètement, je dois rendre des comptes. Donc, on est dans un schéma quand même entre associés qui est assez cool. Et donc là, c'est déjà un peu moins cool, parce qu'il y a plus de formalisme à avoir. Donc je vais passer un peu plus de temps à remplir des PowerPoint, donc globalement à peu près tout ce que j'ai détesté après com, pour expliquer, me justifier dans mon travail, expliquer où on en est dans les résultats, rendre des comptes, même si on nous explique que tout va être super, mais il y aura quand même un minimum de reporting. On en a du reporting, mais... Et moi, mes boards, c'est un dîner qu'on fait tous les trimestres, c'est à la bonne franquette, j'ai mis quelques sujets, c'est noté sur mon téléphone. Voilà, d'être hyper pragmatique, hyper opérationnel, et quand on a besoin de se poser sur un sujet, on sait se poser, mais pas être contraint là-dessus. Et puis après, l'autre élément, c'est on perd de l'indépendance, et donc du coup, il y a des sujets qu'on ne peut plus faire. Typiquement, il y a 7 ans, j'ai créé l'école digitale de la Nouvelle Chance,
école d'inclusion pour former 20 personnes au chômage en situation de handicap ou non diplômées. Un projet qui me tient à cœur, mais qui me rapporte zéro. Et donc, typiquement, si j'ai un fonds, le fonds dit c'est une belle idée, monsieur Merrill, mais elle est louable, mais vous allez la laisser à quelqu'un d'autre, parce que moi, j'aimerais autant que vous soyez focus sur votre business. Voilà. Donc, je ne fais plus totalement ce que je veux, et moi, je peux avancer sur des projets de développement à condition d'avoir du sens, à condition de prendre du plaisir, à condition de faire aussi des choses qui ont de l'impact sur la vie telle que je le vois, sur le monde tel que je l'imagine. Et donc, voilà. Et donc, d'aller jusqu'au bout. Donc, c'est la limite de mon exercice, c'est que mon développement ne peut se faire que par rapport à notre capacité financière, sans se mettre en danger. Et du coup, j'ai envie d'avoir cette liberté-là. Donc, du coup, les projets de croissance externe, ils se font dans le cadre d'un rachat d'une entreprise normale, entre guillemets, qui n'a pas un fonds. Et donc, je ne fais pas des valos de dingue, je fais des valos qui me semblent plus justes, que je vais pouvoir payer, que je vais pouvoir honorer. Et je cherche des gens qui veulent vivre un peu la même histoire que celle qu'on est en train de construire. Et si c'est une valo financière, on n'est pas dans le même projet humain, on n'est pas dans le même projet sociétal, et donc c'est un projet financier qui est totalement respectable, mais qui ne correspond pas à celui que j'ai envie d'avoir. Donc voilà, c'est très clair dans ma tête. C'est très clair aussi dans les paroles, donc c'est tout à fait intéressant. C'est marrant parce que j'ai fait d'autres podcasts et les approches sont souvent pas les mêmes. Voilà. Je finirai par cette dernière question parce qu'on en est déjà à plus d'une heure de podcast, donc mais je pense que je te réinviterai. Ce serait avec plaisir parce que j'ai encore plein de sujets. Mais bon, il faut bien à un moment se diriger vers la fin. Par exemple, j'aurais bien reparlé de la toute dernière boîte qui vient d'être créée, là, We Feel Good, oui. Qui est aussi un sujet, alors là sur le RH, mais que je pense qui est vachement connexe avec votre métier, mais je vais plutôt orienter vers la fondation. La fondation, alors j'ai pas retrouvé, et ça c'est ma faute, j'ai pas retrouvé la date de création, si elle est récente ou pas, mais j'en ai entendu pas mal parler, notamment avec ton voyage au dernier temps au Cameroun. Oui. Voilà. Et pourquoi une fondation? Parce que, bon, on l'a dit, hein, tu es déjà très occupé, même si aujourd'hui tu es, avec ton organisation et ton mode de travail, tu es carré, et ça je peux que l'approuver, enfin que le constater, parce que comme tu disais, moi tu m'as répondu en, je crois, 1 heure sur LinkedIn, et tu es arrivé avec 10 minutes de retard, donc ce qui est peu sur à notre podcast. C'était pour la bonne cause, hein. C'est pour des étudiants en RH, hein. C'est parce que je suis bavard. Voilà, ce que je trouve juste dingue, hein, parce que je contacte des fois des entrepreneurs, et il n'y a pas de négativité, c'est que moi-même, des fois, je ne réponds pas très vite sur mes messages, mais il y en a certains qui ont moins de charge de travail et qui me répondent beaucoup plus tard. Mais c'est pas du tout grave, c'est tout à fait, je pense, normal, et c'est comme ça. Mais pourquoi partir sur l'information? Pourquoi cet élément en plus, en fait? Alors, on a eu 2 éléments importants l'an dernier. Il y a eu la création de la fondation, donc, qui a eu lieu au printemps. Et on s'est transformé en entreprise à mission. Oui, on fait partie des 500 premières entreprises à mission, et la première dans le digital, là. D'accord. Qui est un élément... voilà, et ça a été un cheminement, ça fait partie un peu de nos boards entre associés, à se dire, on cherche aussi du sens, on cherche à avoir de l'impact. On a... en 2018, j'ai présenté un plan stratégique au niveau du groupe qui s'appelait Waouh 2023, en disant, je ne vous parlerai pas de chiffres, je ne vous parlerai pas d'ambition. Tout ça, ce sera la conséquence finalement de la qualité de notre travail. Plus on va, mieux on va servir nos clients, plus on sera bon, finalement, plus on aura créé d'emplois et plus on fera de chiffre d'affaires. Mais je ne veux pas biaiser, je ne veux pas faire dans l'autre sens. Et puis par contre, je suis convaincu moi j'en ai besoin, je pense que c'est représentatif d'une bonne partie des collaborateurs, mais aussi de la société aujourd'hui, d'avoir un impact positif. Et donc avec un impact green et un impact solidaire. Et donc en 2018, on a créé MV Green et MV Solidaire. On a aujourd'hui 120 collaborateurs à peu près dans chaque groupe qui sont engagés pour faire des actions green. Donc on a un Green Protector Officer, qui est un salarié, qui est indemnisé pour faire cette mission-là, pour animer, organiser avec notre Happiness Manager. Et puis pareil sur la partie solidaire, on organise des collectes pour les SDF de Rennes, des fringues, de la bouffe. On a fait des actions dans le quartier de Maurepas pour lutter contre la fracture numérique, où il y a des salariés qui vont former des gens. Voilà, selon les sollicitations qu'on peut avoir,
ils valident eux-mêmes, hein, et puis voilà, chacun choisit, on s'inscrit. Et donc il y en a tout un tas. Et on voulait aller un peu plus loin. Et donc moi, toute ma vie est faite de rencontres. Et donc on a construit le Digital Park avec Bardon Promotion. Et j'ai rencontré Vincent Bardon. Et à l'entrée de chez Vincent Bardon, il y a une affiche qui parle de la fondation Vincent Bardon. Voilà, et il m'a invité à une soirée pour expliquer à peu près comment il avait créé la fondation. C'était assez facile à faire. Et en fait, ça a connecté assez naturellement à se dire, entre tout ce qu'on veut faire... c'est plutôt un beau projet de pouvoir se créer une fondation, même dans le sens qu'on essaye d'avoir dans la vie, de se dire, waouh, on a une fondation, c'est quand même sympa. En tout cas, moi, c'est l'une des formes d'aboutissement. Et donc, voilà, ça a été très vite. J'ai appelé la Fondation de France qui était là à la soirée. Et puis, j'ai noté les différents éléments. On en a parlé entre associés. Et puis, on a décidé de se lancer dedans. Donc, on l'a doté d'un budget de 200 000 euros. Et pour les 5 prochaines années. Et donc, on a créé un comité de présélection avec 21 salariés. Donc là, on est en plein dans les appels à projets de la deuxième année. Et les salariés font faire les pitchs, hein, ils sélectionnent. C'est aussi un projet de société. Et du coup, on a un comité après de sélection officielle, hein, donc avec des gens extérieurs, puisque c'est assez réglementé. Et donc, le comité de présélection transmet les dossiers au comité de sélection qui valide les dossiers qu'on va accompagner sur l'année. Voilà. Et les salariés ont voulu aller un peu plus loin avec MV Solidaire. Et on ne veut pas être juste dans de la donation financière, ce qui est le cadre. Mais du coup, ils accompagnent aussi les associations sur différents coups de main à côté sur le digital ou des actions qu'on peut mettre en œuvre soit par l'école digitale de la Nouvelle Chance ou soit par 301 pour des cas concrets. Refaire la stratégie digitale d'une association. On a par exemple l'espoir d'enfants qui lutte contre l'allocation des enfants au Bénin. Voilà, donc j'ai découvert ce sujet-là et voilà, on est content de contribuer à ça et on veut faire une école digitale demain au Bénin avec cette association-là pour sortir quelques enfants qui sont loués par leurs parents pour aller casser des cailloux toute la journée et plutôt d'abord les éduquer et si on peut les éduquer après sur le digital pour avoir un peu plus de revenus, ce sera que mieux. Voilà. Et là sur le Cameroun, effectivement, je suis allé en reconnaissance d'une association qu'on va aider où on a financé l'électrification du dispensaire et on a l'école également, et on a 10 salariés là, qui vont partir à partir de mi-avril pour aller faire tous les pupitres dans la classe. Et donc ils partent à 10. Voilà, on leur finance ça. Et un vrai projet d'entreprise, ça fait 1 an qu'on travaille dessus, 1 an qu'ils collectent. Ils ont organisé tout un tas d'éléments, d'événements pour collecter le maximum d'argent et donc voilà, y aller carrément sur place parce que si c'est juste de la donnée financière, on va pas au bout. Et je trouve que quand on va au bout, on en revient, on est différent. Moi, je suis revenu différent du Cameroun à découvrir l'écart qu'il peut y avoir entre nous et eux. Et ce qui fait du bien aussi au quotidien quand on nous entend, nous Français, ronchonner et nous plaindre surtout, et qu'eux n'ont rien et qu'ils ont la banane. Ils savent même pas ce qu'ils vont manger le soir. Voilà, ça fait sens. Et moi, je m'interdis de me plaindre au quotidien, même quand c'est dur. Je me dis, t'as pas le droit, t'as des gens qui travaillent à la chaîne, t'as des gens qui n'ont pas ta vie, et donc voilà, c'est malvenu, je trouve. C'est très beau, je vais vous dire ça, parce que non mais c'est vrai, parce que pour te donner un peu mon retour, dans le sens où moi je connaissais Mediavay puis MV Group de l'extérieur, voilà, je te suis plutôt sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn, et j'ai toujours vu ça de l'extérieur, et en fait là avec notre échange, je dois l'avouer, je découvre tout un monde qui n'est pas peu perceptible, un peu plus je trouve, un peu plus à mon avis à l'extérieur, mais qu'on ne voit pas ça, peut-être à dessein aussi, l'humanité en fait que j'ai envie de dire qu'il y a dans le monde. Et je trouve ça franchement top. Voilà. C'est notre baseline, le digital avec du cœur. Bah oui. Bah, on essaye d'être aligné. C'est comme quoi on retrouve cette idée d'alignement que tu m'as dit dès ta présentation. Voilà. Le but c'est d'être aligné. En tout cas, je te propose qu'on s'arrête ici, même si je te dis que j'aurai encore plein de sujets, mais peut-être pour un prochain épisode, si l'occasion en est. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci à toi et puis, pour ce moment. C'était avec grand plaisir, et puis à très bientôt alors. Ça marche, à bientôt.
Voilà, c'est fini. J'espère que ce podcast vous a plu. Moi, j'ai adoré. J'espère qu'il vous aura permis de comprendre un peu comment mon invité réfléchit, comment il aborde les situations. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à vous abonner, à liker et à surtout le partager si vous pouvez. Merci beaucoup et à dans 2 semaines.